les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques qui sont capables de modifier l'équilibre endocrinien. Vous savez que l'équilibre endocrinien est essentiel pour l'homme, puisque on a coutume de dire que l'hormone, c'est la vie. Et quand on manque d'hormones, eh bien, on risque de mourir. Si on manque d'insuline, si on manque de cortisol, on ne peut pas vivre. Donc, ces perturbateurs endocriniens sont capables de moduler l'équilibre, de modifier l'équilibre endocrinien, et donc d'avoir des impacts, d'avoir des effets sur tous les tissus de l'organisme. Car les hormones sont partout, du cerveau jusqu'à l'équilibre du sodium, du sel, et donc la tension artérielle, la fonction cardiaque, le système nerveux, l'apprentissage, et puis les actions endocriniennes essentielles que sont tous les processus de développement et de reproduction chez l'homme et chez la femme. Donc, ces produits chimiques sont de véritables dangers pour l'équilibre endocrinien de l'homme. Et ils sont d'autant plus dangereux qu'ils vont perturber cet équilibre endocrinien de la femme enceinte, du fœtus, du nouveau-né et de l'enfant. Et voilà pourquoi, depuis une vingtaine d'années, nous nous sommes intéressés à ce problème des perturbateurs endocriniens chez l'enfant. Donc, ils se trouvent où et comment les éviter? Ces perturbateurs endocriniens sont surtout représentés dans la vie extérieure par les pesticides. Alors, les pesticides se trouvent dans l'eau que nous buvons, dans l'air que nous respirons et dans les aliments que nous ingérons. Premier exemple, les pesticides largement utilisés en France, vous le savez, dans l'agriculture et notamment dans notre région au niveau du vignoble, des arbres fruitiers et des cultures de blé, de maïs, etc. Ces pesticides sont d'autant plus dangereux qu'ils vont se répandre dans l'air, et donc l'exemple le plus caricatural est fourni par les pesticides qui sont répandus lors d'épandage aérien au niveau de la Camargue. Eh bien, un vent modéré permet à Montpellier de bénéficier de cette pollution de Camargue en quelques minutes ou en quelques heures. Deuxièmement, les arbres fruitiers. On sait que il faut environ une trentaine de traitements par les pesticides, 30 traitements par les pesticides pour obtenir une pêche ou une pomme de nos régions. Le vignoble, 95% des vins contiennent des résidus de pesticides. C'est dire que à travers les cultures conventionnelles, on a là une source de pesticides considérable. J'ajoute qu'au niveau de l'eau, et vous connaissez les études qui ont fait état d'une contamination des rivières en France de plus de 90 à 95%, et des nappes phréatiques, 75% des nappes phréatiques sont contaminées. Donc vous voyez que ces pesticides sont partout, dans l'air, dans l'eau, dans le sol, et donc toute la chaîne alimentaire est contaminée par ces produits chimiques dont on sait qu'un certain d'entre eux vont persister aussi bien dans le sol que chez l'animal, que dans les éléments de notre alimentation quotidienne. Donc, les éviter, c'est simple, la réponse est toute simple, il faut respecter l'engagement du Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire réduire de 50% l'utilisation des pesticides en 2018, ce qui est loin d'être le cas. Et deuxièmement, moi, avec le député Gérard Bapt, nous avons signé l'appel de Montpellier pour réduire l'utilisation des pesticides. Et moi, j'avais demandé l'abolition. Il faut abolir l'utilisation des pesticides en France. Certains pays sont en bonne voie, comme le Danemark. Pourquoi la France ne suivrait-elle pas ce pas? Je dois dire qu'on en est très loin, puisque l'industrie des pesticides, le lobby des pesticides, ne se laissera pas
départir de ces millions de profits sans réaction hostile, agressive et dangereuse pour la santé des enfants et des hommes en général. Donc c'est-à-dire que pour l'argent, on tue tout le monde. Je dirais pas qu'on tue, mais on augmente le risque de maladies chroniques. L'OMS a montré que l'an dernier, eh bien, il y avait, je crois, 16 millions de personnes sont mortes prématurément de maladies chroniques. C'est une statistique de l'OMS. Et on sait que les cancers hormonodépendants sont en expansion. On sait que les malformations génitales du petit garçon sont en augmentation. On sait que les retards de croissance, les précocités pubertaires, les troubles de l'apprentissage chez l'enfant représentent les manifestations indiscutables de cette contamination par les pesticides. Donc on est en train de créer toute une pathologie qui à l'âge adulte ne va pas disparaître, au contraire risque de s'amplifier. Il modifie l'identité sexuelle. L'identité sexuelle, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est? Alors il n'y a pas de preuve. Alors il n'y a pas de preuve qu'il modifie l'identité sexuelle. Simplement, il modifie le développement des enfants. Chez les garçons, il freine. Ce sont des facteurs de risque de la différenciation sexuelle, donc ils réduisent. Ce sont des facteurs de réduction de la taille de la verge, des micropénis. Ils entraînent des malformations de la verge, des hypospadias, des testicules non descendus, des anomalies de la différenciation sexuelle. Et pour les petites filles, ils augmentent le risque de développer des pubertés précoces. Plus tard, chez les garçons à la puberté, ils entraînent des développements de la glande mammaire, des seins. Donc oui, ils perturbent l'image corporelle, mais pas l'identité sexuelle. À ce jour, il n'y a pas de données évidentes qui vont dans ce sens. Ces perturbateurs endocriniens sont capables d'agir sur nos gènes. Et donc, en agissant sur nos gènes, ils transforment le développement des fœtus et le développement des enfants. Qu'allons-nous obtenir à terme? Nous ne le savons pas. C'était ma question. Nous savons pas encore, mais enfin, il y a des risques importants sur le développement et sur les risques de cancer. Là, ce sont des risques établis. Ces pesticides, ces perturbateurs endocriniens annoncent une catastrophe. Quelle pourrait être cette catastrophe? La disparition de toute vie sur Terre, de l'être humain, Alors, c'est difficile de répondre à cette question. Ce qu'on peut dire, c'est que les pesticides, certains pesticides, sont responsables de la mort programmée des abeilles. Et vous savez ce qu'a dit Einstein, quand une abeille meurt, c'est l'humanité qui disparaît. Donc je réponds indirectement à votre question. Deuxièmement, il est vrai que l'utilisation de plus en plus importante de pesticides, la France est l'un des pays où la production et l'utilisation de pesticides est la plus élevée au monde, 80 000 tonnes par an, dont la réduction était programmée, dont la production l'an dernier a augmenté de 10%. C'est vous dire qu'on est au cœur d'un débat extrêmement aigu qui dépasse largement celui du médical pour toucher celui du politique et de la responsabilité politique. Est-ce que les pesticides sont à l'aune d'une disparition de l'homme? Je crois que les données objectives montrent que les pesticides altèrent de façon irrémédiable la spermatogénèse chez l'homme et la production d'ovocytes chez la femme. Et on sait par exemple que les chances de fertilité se réduisent chez l'homme depuis 2 générations. En diminuant la spermatogénèse, on diminue la fertilité de l'homme. Et donc, un écrivain américain avait bien dit, avait publié d'ailleurs un bouquin, un ouvrage, dont le titre était « L'homme en voie de disparition ». The Vanishing Man. Et ça répond parfaitement à votre question. Mais il faut y ajouter que les pesticides impactent aussi l'ovaire. Et on sait que toute agression de l'ovaire fœtal va retentir sur la fertilité de la femme.
Et donc, si vous ajoutez une réduction de la fertilité de l'homme et une réduction de la fertilité de la femme, si vous rappelez que les pesticides sont des produits très dangereux pour l'ovaire et les ovocytes, vous assistez là à une réduction de la fertilité de la femme que les gynécologues dénoncent régulièrement. Un tiers des couples seraient stériles, ce qui n'existait pas il y a 30 ans. Et donc, à partir de là, oui, nous courons un risque pour la survie de l'homme et pour nos descendants. Oui, la réponse est extrêmement préoccupante et vous sentez qu'à travers ces éléments de réflexion, on est là au cœur du débat, même si l'homme, depuis des millénaires, a toujours su s'adapter aux grandes mutations de la climatique, économique, alimentaire. L'homme s'est adapté. Va-t-il pouvoir s'adapter aux pesticides? J'ai quelques doutes sur cet avenir. On sait parfaitement que les néonicotinoïdes, ces pesticides largement utilisés, sont des tueurs d'abeilles. C'est prouvé, c'est rapporté, c'est une évidence qui repose sur des données épidémiologiques, expérimentales, etc. Un sénateur, Monsieur Labbé, a déposé une demande de suppression des néonicotinoïdes. Elle a été examinée au Sénat, 240 votes négatifs. Et donc, qu'on continue de répandre ces néonicotinoïdes sur les champs, dont on sait qu'ils vont entraîner la mort irrémédiable des abeilles, et on va arriver à une situation en France, ou comme en Californie, eh bien, on importera des pollinisateurs. On n'aura plus d'abeilles, on importera des abeilles d'autres pays ou d'autres régions. Je ne sais pas si vous mesurez la gravité du propos, car là, à l'évidence, il y a une insoutenable légèreté des politiques qu'on devrait dénoncer plus. Mais je crois que les médias aussi sont très mous. Les médias auraient dû s'élever contre le rejet de la motion de Monsieur Labbé, que je ne connais pas. Hein. J'ai lu son projet de motion ou de loi au Sénat, mais il a été minoritaire et donc sa demande n'a pas été retenue. Je suis extrêmement déçu, mais ça c'est une vérité qui dépasse la problématique des perturbateurs endocriniens, je suis très déçu par l'action politique. Je crois que les politiques ne sont pas engagés dans la défense des citoyens et qui sont plus engagés dans leur ego et dans leur promotion personnelle que dans celle relative à la vie, à la survie et aux citoyens eux-mêmes. Ils sont conscients du débat, ils sont conscients du problème. Je crois qu'ils ne s'investissent pas parce qu'il y a en face un formidable lobby des pesticides, de l'industrie des pesticides, qui sans doute a des intérêts plus forts que celles des citoyens lambda. Je dois vous dire qu'il y a, je suis préoccupé par cette problématique depuis 15 ans. Au début, les citoyens étaient très méfiants à l'égard de la problématique des pesticides. Puis maintenant, les citoyens deviennent de plus en plus conscients du problème. Deuxièmement, il y a 15 ans, les médecins considéraient que c'était un combat d'arrière-garde. Il y a de plus en plus de médecins et de pédiatres qui s'engagent dans la promotion d'une alimentation dépourvue de pesticides. Et donc, j'assiste à une mutation, à un changement de comportement, à la fois des citoyens et des professionnels de la santé. Il y a plusieurs mémoires de sages-femmes, il y a des thèses de médecine, il y a des associations de médecins, il y a des groupes de médecins et paramédicaux. Donc, on voit émerger une force vive qui, j'espère, sera à même dans les années à venir de faire basculer non pas l'opinion, mais faire adhérer un maximum de citoyens qui feront pression sur les politiques. Vous voyez, je crois que c'est ce que j'appelle la démocratie participative. Il faut que les citoyens s'engagent, aient une action sur les politiques
et qu'on arrive à faire à être des relais de transmission pour les politiques. Mais sinon, ils continueront de nous abreuver de pesticides. Quelle alternative? Est-ce que l'agriculture dite raisonnée, l'agriculture bio, est une alternative? Ou alors, où est-ce qu'on est vraiment... Alors moi, je crois, et j'ai la faiblesse de croire, qu'une alimentation, une agriculture bio est a priori nettement plus protectrice pour l'avenir des enfants, des femmes enceintes et des enfants, qu'une agriculture conventionnelle. Une agriculture raisonnée représente au fond une alternative. Je crois profondément que, premier message, toutes les femmes enceintes devraient respecter une alimentation biologique. Toutes les femmes enceintes. Car ce sont de véritables éponges. Et donc tout ce qu'elles absorbent va être transféré au fœtus. Et que la pollution est telle, compte tenu de ce que j'évoquais tout à l'heure, elle est partout. Dans l'air, dans l'eau, dans l'alimentation, dans les tapis, dans les pulls. Il y a une prise de conscience, il y a un relais de transmission de la part des citoyens, de la part du monde médical qui est important. Il y a eu un congrès à Montpellier il y a 2 ans, congrès national de pédiatrie sur l'environnement. Donc, moi j'étais invité à Paris l'an dernier au congrès annuel de pédiatrie pour faire la conférence plénière sur les perturbateurs endocriniens pour 800-900 pédiatres. Congrès national de pédiatrie à Paris, en octobre il y a quelques mois. Donc, non, je crois qu'il y a une prise de conscience, il faut simplement qu'elle se traduise par des faits. Et là, nous ne sommes pas encore assez puissants ou suffisamment unis, je ne sais pas.